Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Les deux sessions sont l'événement politique le plus important de l'année en Chine. Les décisions prises à cette occasion ont un impact majeur non seulement sur la vie quotidienne des Chinois, mais aussi sur la diplomatie du pays. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons faire une analyse des réformes qui vont être engagées cette année. Avant cela, je vous propose un reportage de notre journaliste Sun Yang pour mieux comprendre le déroulement des deux sessions. Le terme de session se réfère aux sessions plénières annuelles qui ont lieu depuis 1978 de l'Assemblée nationale populaire et de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Cette année, la session de la CCPPC débutera le 3 mars et celle de l'APN le 5 mars. D'après la constitution chinoise, l'objectif principal de cette convocation des deux sessions est de permettre à leurs représentants de collecter puis de traiter le maximum d'informations sur les besoins et demandes spécifiques du peuple chinois. Grand événement politique national se déroulant une fois par an, les deux sessions suscitent non seulement un large intérêt auprès du public chinois, mais également auprès de la communauté internationale. C'est le grand rendez-vous annuel de notre vie politique nationale. On dresse le bilan des expériences de l'année précédente, on fait le résumé des résultats obtenus, on organise le travail de l'année prochaine, on travaille dur ensemble pour achever nos objectifs. Les deux sessions de la Chine jouent un rôle très important sur le plan politique. Elles vont donner le ton des réformes pour les prochaines années. Et j'espère que les deux sessions vont permettre à certaines idées conceptualisées par la classe dirigeante chinoise de se matérialiser en politique plus concrète et détaillée. En obtenant le soutien et l'approbation des deux sessions, elles vont permettre d'établir des propositions concrètes pour le développement futur de la Chine. Les deux sessions 2018 vont réunir près de 3000 représentants de l'Assemblée nationale populaire et plus de 2000 représentants de la CCPPC. Si durant la session 2016 de l'APN, ouvriers et paysans comptaient pour seulement 9% de la composition, leur nombre grimpe à 16% en 2018. Et parmi ces représentants des mouvements de base, le nombre de travailleurs migrants nominés est en forte augmentation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Li Dan. Vous êtes politologue, professeur à l'Institut de diplomatie de Chine, et M. Richard Axe, vous êtes correspondant du magazine Paris Match en Chine. Bienvenue sur notre plateau. Nous avons vu déjà dans le reportage un peu le déroulement de ces deux sessions. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage quelle est l'importance de ces deux sessions dans la vie politique en Chine? Les deux sessions, ça veut dire la session annuelle de l'APN et de la CCPPC. APN, c'est l'Assemblée populaire nationale, c'est l'organe suprême législatif en Chine. Non seulement législatif, il incarne, cet organe incarne aussi le pouvoir suprême de l'État chinois. Il est constitué de un peu moins de 3000 députés. Et pour l'autre organe, il s'agit de la CCPPC, la Conférence consultative politique du peuple chinois. Ce n'est pas un organe d'État, il faut faire attention, mais c'est un organe constitutionnel. Il trouve sa place dans le préambule de la Constitution chinoise. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un organe du Front uni patriotique. Il a été formulé pendant les longues années de révolution et de l'édification du socialisme à la chinoise, un large front uni patriotique, donc incarné par la conférence consultative politique du peuple chinois. Donc voilà son rôle dans la vie politique chinoise. Moi, ça fait plusieurs années que j'observe le Parlement en Chine. C'est un moment en fait intéressant parce que on fait le point sur les réalisations économiques notamment du gouvernement, et puis on présente les perspectives pour les années à venir. Et les dirigeants chinois
chacun dans leur domaine, des ministres notamment, viennent présenter un bilan et en même temps des orientations de ce qui va être fait. Et ça sert en fait à vérifier que tout le monde a bien compris, tous les délégués ont bien compris les intentions du gouvernement, et une fois qu'ils rentrent dans leur région ou dans leur ville, ils peuvent les présenter à la population. C'est une assemblée avec un parti unique, c'est la grande différence avec les partis en Occident, enfin les assemblées en Occident, où il y a une majorité et une opposition. Là, c'est pas la même logique. Il s'agit qu'on se comprenne bien avec le gouvernement sur les intentions et qu'on le fasse savoir une fois qu'on est rentré dans sa province. Comment ces députés ou ce qu'on dit représentants ont été élus? Parce que, comme Richard vient de mentionner, c'est vrai, ils sont élus de différents partis de la Chine, et que pour que les intentions du gouvernement central puissent être mieux exécutées aux échelons provinciaux ou encore plus bas, donc comment ils sont élus? Le mot élire ne s'applique pas à la CCPPC. Donc, élection des députés sont élus pour l'APN, l'Assemblée populaire nationale. Donc, pour la prochaine Assemblée populaire nationale, 13e, elle comptera 2980 députés. Et ces 3000 députés sont élus par 35 unités électorales. Quelles sont ces unités électorales? Ce sont les provinces, les municipalités relevant directement de l'autorité centrale. En Chine, il y a 34 collectivités locales, territoriales, qui ont le rang de province. Il y a aussi les régions administratives spéciales, il y a aussi les régions donc autonomes, auxquelles s'ajoute l'armée. Donc l'armée populaire de libération, ça fait 35 unités électorales. Et pour la CCPPC, le cas est différent. Les membres, on ne s'appelle pas les députés, ça s'appelle des membres de la CCPPC, sont nommés après d'ample consultation des différents partis politiques. Vous avez sûrement le Parti communiste chinois, mais aussi d'autres partis ou groupements démocratiques. Il y a aussi des organisations populaires. Et ces membres sont répartis selon les secteurs. Donc parmi les secteurs, il y a les partis, les groupements démocratiques, il y a aussi les organisations populaires, mais aussi les milieux, les différents milieux de la société chinoise, l'éducation, les artistes ou les religieux, etc. etc. Donc voilà la différence entre la procédure pour l'APN et la CCPPC. Ce qui compte, et c'est surtout vrai ça pour la CCPC, c'est que les représentants qui y sont soient représentatifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y ait un certain pourcentage d'hommes, de femmes, des minorités, enfin de chaque catégorie sociale. Je crois qu'on y fait assez attention. C'est aussi un petit peu vrai pour l'APN, mais moins. C'est plus des responsables de municipalités, de régions, donc des responsables plus politiques. Mais enfin, il y a quand même dans ces deux assemblées une recherche de diversité. Que les différents courants qui peuvent exister dans le pays soient représentés, à la fois pour écouter ce que vient leur dire le gouvernement, et puis pour faire des remarques, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très important dans ces sessions des deux assemblées, les commissions qui se réunissent, qui vont se réunir pendant la dizaine de jours que va durer la session, 10-12 jours, et où là,
il y aura des sujets précis qui seront abordés, des sujets économiques, avec les ministres économiques, mais aussi des représentants de la Banque de Chine, et puis des sujets plus techniques, notamment dans le domaine de la justice, par exemple, ou de l'environnement. Les ministres qui viennent présenter leur politique, ce qu'ils sont en train de faire, et qui peuvent écouter aussi les remarques faites par cette base, en quelque sorte, ces gens qui sont là et qui sont le plus représentatifs possible. Je crois qu'il y a un souci que l'essentiel de la population soit représenté par telle ou telle personne. Oui, c'est vraiment intéressant de voir comme la Chine est très vaste et il y a beaucoup de catégories de personnes, comment assurer cette représentativité. Surtout, on a vu, par exemple, il y a aussi des gens qu'on appelle Caogen Daibiao en chinois, c'est-à-dire les représentants populaires qui sont vraiment des gens ordinaires, par exemple un vendeur de billets dans le bus qui travaille bien, qui est aussi choisi pour être un représentant. Comment expliquez-vous leur participation et comment assurer aujourd'hui cette représentativité? Oui, cette large représentativité est une caractéristique partagée entre l'APN et la CCPPC. Peut-être pour la CCPPC, donc il est plus voyant ce caractère parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CCPPC, la nomination des membres de la CCPPC se fait sur la base des consultations politiques et sur la base d'une diversification des milieux représentés. Pour l'APN, il ne faut pas que les députés soient tous des hauts responsables administratifs comme des maires ou des gouverneurs des provinces. Il faut que les différentes couches sociales soient représentées dans l'Assemblée. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver dans les membres de la CPPC des artistes ou des sportifs de haut niveau ou des grands écrivains de réputation internationale. Parmi les députés de l'APN, vous avez des ouvriers, des paysans, donc vraiment des milieux qui représentent le peuple et les couches sociales de base. Cette année, les deux sessions qui suivent de très près le Nouvel An chinois procéderont au renouvellement de leurs membres qui a lieu tous les 5 ans. Nouveau année, un nouveau dirigeant, les Chinois nous livrent leurs attentes. Pour nous autres qui venons d'autres provinces, le prix de l'immobilier est encore très élevé. Si notre gouvernement pouvait protéger notre environnement à travers la législation pour rendre notre eau plus claire et notre ciel plus bleu, ce serait une très bonne chose. Nous avons tous pu remarquer que le poids de la Chine sur la scène internationale n'a cessé de croître depuis les 18e et 19e congrès. J'espère que le pays pourra maintenir cette tendance. Chaque année, depuis 2002, le site du quotidien du peuple lance un sondage peu avant les deux sessions, demandant aux internautes de voter pour les points auxquels ils s'accordent le plus d'importance. D'après les résultats du sondage de cette année, les 5 premiers points du classement final sont la lutte contre la corruption, la sécurité sociale, l'égalité dans l'éducation, la réforme de la santé et la réduction de la pauvreté. Parmi les nouveaux points ajoutés cette année, la réforme économique et la redynamisation des campagnes sont ceux qui ont reçu le plus de votes. Les deux sessions annuelles ne sont pas seulement des événements politiques de grande envergure en Chine, mais aussi une grande réunion du monde des médias. En 2017, les deux sessions avaient attiré plus de 3000 journalistes, dont 1500 étrangers. Si les Chinois s'intéressent davantage aux questions sociales, les médias étrangers, eux, se concentrent sur la politique étrangère et les coopérations internationales. Cette année, le site internet du quotidien du peuple, l'un des plus importants organes de presse, a fait un recensement des thèmes phares qui vont être abordés cette année au cours des deux sessions. Et on voit que la lutte contre la corruption se hisse au premier rang du classement. Et quelles sont les réformes attendues? En fait, la lutte contre la corruption, c'est un thème
populaire. Je veux dire que ceux qui sont sanctionnés sont des responsables de différents niveaux, mais la classe moyenne, appelons ça comme ça, en Chine, c'est-à-dire les 600 millions de personnes qui vivent plutôt bien maintenant, qui profitent du développement de la Chine, ils sont pour qu'il y ait une plus grande pureté qui est au sommet de l'État. Et donc c'est important visiblement pour la population, mais également pour les dirigeants de montrer qu'il y a un effort qui est fait. Ça fait partie de la modernisation de la vie politique chinoise en fait. Et c'est pour ça que je pense que, contrairement à ce qu'on avait pu penser en 2012, ça va continuer. Le parti va être très attentif à ce qu'il y ait plus de souplesse, que la purification en quelque sorte de l'économie se poursuive. Et ça reste donc un thème d'autant plus important que c'est bien vu de la population. Un exemple qui illustre bien les efforts qui seront déployés par les Chinois, c'est la création d'un nouvel organe d'État sur la proposition du PCC très prochainement par la nouvelle session de l'APN. Il s'agit de ce qu'on appelle le Conseil, la Commission nationale et locale de supervision. Oui, je crois que c'est très important ce genre d'organisme, parce que dans la lutte contre la corruption, ce qu'il faut éviter absolument, c'est les excès de pouvoir. C'est-à-dire des moments où il y aurait des punitions, des condamnations qui n'auraient pas lieu d'être en fait. Et il faut donc contrôler ça. C'est pas un thème qu'on lance comme ça pour se débarrasser de quelqu'un qui vous embarrasse. C'est pas ça du tout. Il faut que ce soit très rigoureux. Voilà, c'est la raison pour laquelle la supervision ne relèvera plus du pouvoir administratif. Il sera un pouvoir indépendant. Ou même le pouvoir de supervision sera un pouvoir indépendant au même titre que le pouvoir administratif et judiciaire dans le système institutionnel chinois. Est-ce qu'on peut dire finalement c'est quelque chose qui va avec le progrès économique en Chine parce qu'il y a plus de richesse, donc il y a plus besoin d'une structure politique plus adaptée à ce progrès? Certainement, c'est une évolution de la Chine qui s'est quand même beaucoup développée depuis 30 ans. Puis on est dans une période de renforcement des contrôles qui correspond à une modernisation aussi de la société chinoise, mais à la façon chinoise, avec les modes de décision, de la façon de contrôler, dont on va voir des exemples à l'APN, et ça touche aussi la justice. Comment est-ce que les gens qui sont, par exemple, dans la commission dont on parlait, c'est pratiquement des magistrats, sans l'être tout à fait. Enfin, des choses se mettent en place. On est dans une période de plus grande rigueur, et c'est nécessaire par rapport à ce que la Chine est devenue nationalement et internationalement. Il y a un autre point très important quand vous parlez de modernisation, on pense surtout à des talents, à des jeunes. Donc l'éducation se hisse aussi très haut dans ce classement dont je viens de parler. Monsieur Li, vous êtes professeur d'université. Quelles sont selon vous les réformes les plus urgentes pour améliorer le système éducatif en Chine? Pour l'enseignement supérieur, il y a en Chine plus de 2000 universités, donc l'accent a été mis sur la qualité. Et il faut qu'il y ait des critères de qualité pour quand on évalue la performance des universités chinoises. Et de l'autre côté, il faut que les meilleures universités chinoises ciblent désormais le top niveau international. C'est la raison pour laquelle le gouvernement chinois a lancé depuis un certain temps une énorme initiative, un plan national appelé double top niveau. Donc c'est-à-dire il faut
certaines universités chinoises atteignent prochainement le premier rang du monde, et de même ainsi que certaines disciplines universitaires chinoises. Il y a aussi ce qu'on appelle l'instruction obligatoire, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, donc l'école secondaire en Chine. Dans cette partie donc, de l'éducation nationale, l'accent sera mis sur des mots comme l'équité, égalité des chances. Il faut, par exemple, dans les villes, décharger les enfants de leur fardeau d'études, mais dans le monde rural, surtout dans les régions encore économiquement arriérées, il faut lier cette lutte contre la pauvreté à l'égalité des chances dans le monde éducatif. Je sais que Richard, vous avez aussi tourné un documentaire sur la protection de l'environnement en Chine. Quels sont les défis que vous avez constatés pendant le tournage dans le domaine environnemental, qui est un sujet très chaud aussi pendant... Oui, absolument. Ce qui est très impressionnant, c'est que ça évolue. Les défis, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est à partir de 2012-2013 que la pollution dans les grandes villes, notamment, et à Pékin en particulier, avait pris une telle proportion que ça a inquiété la population. Puis à partir de 2012, c'est devenu une telle préoccupation que là, le pouvoir a décidé de s'y attaquer. C'était le moment où la pollution était considérable, les gens mettaient tous des masques. Il s'y est attaqué, c'est devenu une priorité. Il y a des tas d'usines polluantes qui ont été fermées, d'autres qui ont été envoyées à l'autre bout du pays en disant attention qu'elles ne soient pas les unes à côté des autres pour que ça ne continue pas à polluer. Donc un progrès a été fait incontestablement. En plus, la Chine veut réduire son charbon, la consommation de charbon, et elle le fait peu à peu en développant d'autres sources d'énergie, d'autant plus que les Américains, Donald Trump s'est retiré, il ne veut plus entendre parler de lutte contre la pollution, il redéveloppe le charbon. Ça met donc la Chine en première ligne, et elle a les moyens internationaux, elle a des tas d'entreprises qui travaillent un peu partout dans le monde, et elle est en mesure d'avoir un rôle moteur dans le monde. Ce qui compte, ça a été déjà expliqué par Richard tout à l'heure, c'est cette prise de conscience collective au niveau du peuple comme au niveau des autorités politiques de l'importance de cette lutte contre la pollution et de l'importance d'un développement vert, donc entre guillemets écologique. Il y a on sent bien qu'il y a une inquiétude de l'opinion, et puis aussi c'est une politique de santé publique. C'est évidemment pas bon pour un pays que des gens tombent malades à cause de la pollution. Il faut corriger. Mais, ce qui veut dire que la Chine évolue très vite, elle progresse très vite. Il y a quelques années, on faisait plutôt attention au développement économique. Donc, et aujourd'hui, nous avons tous compris que le développement économique doit avancer parallèlement à que la protection de notre environnement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de lois et de mesures politiques ont été adoptées par les Chinois. Et c'est la raison qui pousse les Chinois à participer très activement à la réforme de la gouvernance internationale de l'environnement. Et surtout, je pense, avec les réseaux sociaux aussi, on constate, avec le développement des réseaux sociaux aussi, les gens expriment beaucoup leurs inquiétudes sur leurs réseaux sociaux, et puis il y a plus de possibilités pour les gens qui font des enquêtes individuelles de publier leurs résultats sur les réseaux sociaux, ce qui constitue aussi une sorte de pression pour le gouvernement d'avancer dans ce domaine. Oui, c'est même très important, parce que ça permet justement au gouvernement de voir où en est l'opinion.
là-dessus. Vous parliez des sujets que j'ai pu faire là-dessus. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point ça change. Il faudrait recommencer chaque année un nouveau reportage, parce que ce que j'ai pu faire il y a 3 ans, c'est plus ça. Maintenant, on est passé à d'autres phases. Il y a en plus, il y a tout le domaine de la recherche. La Chine est très en pointe. On verra ce que ça donne peu à peu, mais c'est sans doute en Chine que, à cause de la pollution qui a pu exister, on fait les plus grands efforts pour trouver d'autres moyens pour l'électricité, pour lutter contre la pollution. Les 2 sessions, vous avez pu observer pendant longtemps, et chaque année, on voit que il y a cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères qui attire beaucoup d'attention des médias parce que ça explique un peu la direction de la Chine dans le domaine diplomatique. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant de la diplomatie chinoise cette année, monsieur? La diplomatie chinoise, en ce moment, nous avons observé donc, dans la diplomatie chinoise la continuité et en même temps des changements. La continuité, dont les principes restent toujours les mêmes, les 5 principes de coexistence pacifique, ça constitue depuis longtemps, dès le début, donc, la base de la diplomatie chinoise. Pour les changements et les évolutions, ces dernières années, on commence à parler d'une diplomatie de grands pays à la chinoise, c'est-à-dire une diplomatie tout azimut, multidimensionnelle. Donc au niveau de ses relations avec les pays développés, avec les grandes puissances mondiales, comme avec ses pays voisins et les pays en voie de développement, ainsi que son rôle dans les organisations internationales, c'est-à-dire la diplomatie multilatérale. À mon avis, pour résumer l'idée dirigeante de cette diplomatie, il nous faut tourner les yeux sur la notion proposée par le président Xi Jinping l'année dernière, au début de l'année dernière, en Suisse, à Genève. Donc les Chinois cherchent à construire conjointement avec ses partenaires, donc les étrangers, une communauté de destin pour l'humanité. Les 2 sessions, même si la plupart des sujets se tournent vers la politique intérieure, c'est quelque chose qui est ouvert aux médias étrangers dès les années 90, au début de l'ouverture. En fait, on peut déjà couvrir cet événement, les journalistes étrangers. Mais à cette époque, il y avait très peu de journalistes étrangers et maintenant, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, Richard? Oui, mais bien sûr, il y a plus de journalistes étrangers. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait quelques sessions, enfin quelques réunions qu'on pouvait suivre, et maintenant, il y en a beaucoup plus. Depuis quelques années, même ça s'est beaucoup plus développé. Oui, on peut raconter plus facilement ce qui se passe à l'Assemblée. En même temps, beaucoup de choses sont télévisées. Moi, je préfère y aller. On a toujours davantage d'informations en allant dans, je ne vais pas à toutes les commissions, loin de là, mais celles qui m'intéressent. Sur les sujets qui m'intéressent, je vais voir ce qui se dit, et puis on peut aussi entendre des confrères chinois qui nous expliquent leur point de vue. Il y a une volonté d'être plus ouvert à l'Assemblée actuellement, et puis on peut parler avec les délégués. C'est toujours intéressant, notamment après la première journée, après le discours d'ouverture du Premier ministre. On voit un petit peu ce qui intéresse particulièrement tel et tel délégué. Et il y a des tas de choses à observer, notamment aussi sur un domaine très précis que je suis depuis plusieurs années, c'est la justice. Il y a une évolution des réformes en matière de tribunaux, de façon de rendre la justice en Chine, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y aura des lois là-dessus cette fois-ci, ou bien est-ce que ce sera pour une prochaine fois? On verra, mais c'est des sujets à suivre. Alors je vous remercie à tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.